Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. C'est comme chaque dimanche, toujours un plaisir d'être en direct avec vous. Vous êtes sur fr.lilmod.org. Donc, si vous revisionnez le replay audio ou vidéo, vous êtes invités à nous rejoindre pour les directs qu'on fait sur notre site. Donc, fr.lilmod.org. Être dans une véritable classe, pouvoir mettre votre vidéo, votre caméra, allumer votre micro et poser vos questions en direct à des enseignants qui viennent d'Israël, qui habitent en Israël et qui propagent la Torah à travers le monde. Ce soir, on est dimanche soir, on se retrouve comme un dimanche soir sur deux avec le Rav Yitzhak Shuraki, que vous allez découvrir. C'est la première fois qu'il est filmé avec l'Imod. Et ce soir, il va nous traiter de la Haftara de la semaine, qui est la Haftara de Dvorah, le chant que Dvorah a entonné. Je vais laisser la parole au Rav Shuraki. Bonne étude à nous tous. Il y a une discussion entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Les Ashkenazim commencent avec tout le texte que vous avez sous les mains. C'est le chapitre 4 de Shoftim, plus le chapitre 5. Le chapitre 4, c'est la description de la bataille. Et le chapitre 5, c'est la Shira Déborah. Les Sfaradim ont fait que la Shira Déborah. Vous allez voir que ce sujet est critique. Le faire l'événement ou le faire l'événement plus la Shira ou le faire que la Shira sans l'événement. Et a priori, on se dit, le rapport avec Parashat Beshalach est évident, puisqu'il s'agit aussi quasiment du même cadre. La détresse du peuple juif devant la mer, attaqué de partout, il n'y a pas de où fuir. La bataille, Hashem Ishmil Chama, qui sauve le Ham Israël, et la Shira qui suit l'événement. De la même manière, le Ham Israël, il y a Sisera, le chef d'état-major de Yavin, Melech Hatzor, qui, on va l'expliquer dans le détail, attaque les Israël. Il y a la guerre avec Sisera, Barak contre Sisera, et la victoire, qui donne suite à la Shira de Déborah. Donc on a l'impression, tout est clair. Avant de commencer à rentrer dans le détail de la chose, un premier point important à remarquer, dans les deux cas, il s'agit d'une des plus grandes poésies qui est liée avec une situation de guerre, de violence. Et c'est déjà quelque chose de très important, de remarquable. C'est pas même quelque chose de juif, c'est peut-être quelque chose d'universel, mais c'est quelque chose de remarquable que l'idée de la poésie, de tout ce qui est, l'esprit, des zones éthérées de la pensée au niveau le plus subtil du raffinement artistique, prend son origine dans quelque chose de violent, dans quelque chose de très fort, de très solide. Et pourquoi je dis que ce n'est pas simplement quelque chose de juif? Parce que c'est quelque chose d'universel. La poésie, dans son point de départ, ce n'est pas une poésie pour raconter ses sentiments intérieurs ou ses amours, c'est pour parler d'une épopée, c'est pour parler de la victoire du héros, etc. On pourrait le détailler à travers beaucoup de poésie, mais puisqu'il s'agit de la Torah, vous prenez la première des shirotes qu'on a dans la Torah. Alors, la première, c'est pas évident, parce que c'est celle qui se trouve au début, dans la paracha même de Bereshit, c'est la shira de l'Emer. Ada Vetsila, Shema Ankoli, Neshe l'Emer, Azina Ibrati, Ki Ish Aragti Lefitzi, Ve'eled Chaburati, Ki Shivatai Mukam Kail, Ve'lemer, Shivei Veshimra. On ne nous a pas dit qu'il s'agissait d'une shira. Mais lorsque vous entendez Ada Vetsila, Shema Ankoli, Neshe l'Emer, Azina Ibrati, même au niveau de la prosodie, c'est ça. Ki Ish Aragti Lefitzi, Ve'eled Chaburati. Vous avez même le serait-ce que pour commencer, Ada Vetsila Shema'an Koli, Neshelemer Azena Imreti. Shema'an Ve'azena, Azinu Hashamaim Vadabera, Vetishma Haaretz Imrefi. Shimu Rosenim, Azinu Melachim. On a le début de Shira Déborah. Ce sont les façons de débuter une Shira. Donc la première des Shirotes, c'est celle de l'Emer. En réalité, suite à quoi cette Shira-là? Qui ish aragti les fitzri, ve'yeled les rabourati, c'est l'histoire scabreuse et problématique de l'Émer qui tue son grand-père, qui croyant tuer que la punition de Caïn qui est faite par l'Émer, une chose totalement horrible, en croyant aller à la chasse et il a tué, c'est quelque chose d'épouvantable, et pourtant, voilà le premier moment où une Shira apparaît. La Shira Tayam, Ishmil Chama, c'est une guerre et a un côté très violent. Shira Ta'azinu.
Shirat Azinu n'est pas, comment dire, la pastorale qu'on imagine, très tranquille, etc. Ashkir Hitsa et Midam, c'est quand même assez violent. Arninu Goïm Amo, qui dam avada vikov. Venakam Yashiv. On est que dans, le, comment dire, dans la violence, dans la force. Bien entendu, la Shira de Dévorah qui va célébrer une guerre. Alors, pourquoi c'est important ce point pour commencer? Parce qu'au-delà de l'universalité de la poésie et de tout un tas de choses pareilles, c'est que c'est important au niveau juif, parce que c'est l'association de deux aspects qui sembleraient a priori comment dire, antinomiques. D'une part, le côté du sensible, le côté du cœur, de la poésie, du raffinement, et d'autre part, le côté violent de la guerre. Or, on sait qu'Akadosh Baruch Hu apparaît des Midat Adin lorsqu'il est en train de faire aussi du Rachamim. Ashnai Ish Milchama, on dit pourquoi c'est le nom de Hachem qui est le nom de Rachamim et pas un nom de, comment dire, plus de Midat Adin, parce que le fait de faire Midat Adin pour certains, notamment les Égyptiens, c'est ce qui est Midat Rachamim pour le Ham Israël. Cette composante des deux se retrouve dans la poésie biblique qui est très forte. Et j'avais évoqué une autre fois le fait que le langage même de la Torah est un langage qui perd beaucoup de sa force, qui perd beaucoup de la puissance des choses. Lorsqu'on a tendance à parler du domaine comment dire, du religieux, de la foi, etc., c'est un domaine qui semblerait édulcoré, comment dire, affaibli. Qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik? C'est quelqu'un qui se trouve comment dire, dans son coin, qui n'est pas tellement comme dire, la force. Le mot tzaddik dans la Torah, c'est quelqu'un qui a réussi à montrer la justesse de sa position dans un tribunal. Vitziku est un tzaddik, la force de la justice qui est en train de s'appliquer. La mitzvah, c'est pas bien faire une bonne action. La mitzvah, c'est un tzivou, c'est quelque chose de légal, il y a une loi qui est derrière. Il y a tout quelque chose de très fort et comment dire, je dirais la galoute, ou le fait d'être coupé du Tanakh et de la terre du Tanakh nous a comment dire, amené à ramener toutes ces notions-là à quelque chose de beaucoup plus comment dire, léger, comment dire, intérieur, profond, subtil, mais qui n'a plus le côté comment dire, violent, fort de la Shira. Alors ça, c'est un premier point général pour parler de Shira. Maintenant, un point important, c'est que dans la Shira de Dévorah, il y a quand même une grosse différence avec, a priori, entre Shira Dévorah et la Shira de Moshe et Shira Taya. Pour quelle raison? Un premier point très important, qui semblerait a priori très, très fondamental. Dans la Shira Taya, le peuple juif semble être totalement passif. Akadosh Baruch Hu fait la guerre, et Dieu a Israël, Adonai Lachem Lachem, Ve'atem Tacharishu. Ça va à un tel point que c'est pas seulement qu'il est passif, c'est que même lorsqu'il se perçoit lui-même, le peuple juif semble être complètement comment dire, à contre-courant, si on pouvait parler à propos de la mer, c'est qu'il se dit, au contraire, on aimerait bien retourner en Égypte. On aurait mieux être retourné en Égypte que de mourir dans le désert. Donc le peuple juif est non seulement désespéré, défaitiste et passif. C'est comme ça qu'on le perçoit, en tout cas dans un premier temps. On lit à côté de ça, Shira Dévorah, c'est totalement l'inverse. La base de Shira Dévorah, c'est au contraire la participation de tout le peuple et même la condamnation de ceux qui ne veulent pas, qui n'ont pas voulu participer. On a même le nom de chacun. On lit dans la Shira. Vous avez les tribus qui sont venues aider, les Ezrat Hashem Bagiborim, ceux qui sont venus lutter, et ceux qui sont restés tranquilles. Le chef Ben Amishpetaïm. On peut les voir si vous voulez rapidement. Ça commence à partir du Pasuk Dalet 14 dans le 5e chapitre. Nini Ephraïm, Binyamin, Machir, Zevulun et Yissachar, tout cela sont ceux qui ont participé à la guerre. Et on a ensuite Reuven, Pasuk Tedva, Biflagot Reuven, Gedolim Chikekelev, Lama Yashavta Ben Amishpetaïm. Yashavta Ben Amishpetaïm, c'est que tu es resté avec le bétail, qui est resté avec les moutons. N'oubliez pas Reuven qui est de l'autre côté du Arden, qui s'est vraiment pas mieux pour venir aider les autres. On a Reuven, on a Dan, Lama Yaguroniot, Asher, Yashav Lechov Yamim. Tout cela, ce sont ceux qui ne sont pas venus. On en a d'ailleurs d'autres, je les évoquais peut-être tout à l'heure, qui ne sont évoqués ni chez les uns ni chez les autres. On ne parle pas de Yehuda, on ne parle pas de Shimon, par exemple. Donc, toute la Shira des Bois. En tout cas, le thème de la Shira, vous pouvez l'avoir au Pasuk Bet, Bifroa,
Peraot Israël, Beit Nadev Am Barichu Adonai. Beit Nadev Am, c'est lorsque le peuple est venu lutter. Donc lire la Shira Déborah, après avoir lu la Shira Tayam, ou la paracha de Béchalar, c'est déjà rapporté un point extrêmement important. Le peuple juif n'a pas vocation à rester passif et à attendre qu'Akadosh Baruch Hu fasse la guerre pour lui. La preuve de ça, c'est qu'entrer en Israël, voilà qu'ils agissent. Et d'ailleurs, ce point-là est très important, puisque le fait de rentrer en Israël, même au niveau de la parnassa, la manne, même paracha de Béchalar, donne leur subsistance de tous les jours dans le désert. Mais arrivé en Israël, et dans la paracha même de Béchalar, on nous le cite, Et Aman achelu 40 shana ad boa meleret noshavet. Ils sont arrivés en Israël, ils ont arrêté, le peuple juif a la responsabilité de travailler pour avoir son pain. De la même manière, le peuple juif a responsabilité entre en Israël à agir pour se défendre. C'est-à-dire très intéressant dans l'expression, il y a écrit ici Le'ezrat Hashem Bagiborim, c'est très surprenant. On aurait dû imaginer Le'ezrat Hashem, c'est l'origine de l'expression Be'ezrat Hashem, qui n'a rien à voir lorsqu'on dit Be'ezrat Hashem et lorsqu'on dit Le'ezrat Hashem. L'expression normale, c'est Le'ezrat Hashem et pas Be'ezrat Hashem. Tout le monde n'écrivait pas Be'ezrat Hashem, ils écrivaient Lishuatra Kiviti Hashem. La mettre Koufioud dans la tête, en tête de toutes leurs lettres, parce qu'il y a écrit que celui, quand on arrivera chaque jour, Tzivi Eta Lemuna, est-ce que les Yeshua, est-ce que tu as attendu la Yeshua? Donc, Yeshua Tera Kiviti Hashem. Il mettait la mettre Koufioud, le Rambam et autres. Par contre, à propos de Be'ezrat Hashem, c'est très différent. Ou Le'ezrat Hashem Bagiburim. Lorsque quelqu'un dit Be'ezrat Hashem, il se dit je vais faire ça, Be'ezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu m'aide à faire cette chose-là. Je la ferai, moi, avec l'aide, d'ailleurs on traduit comme ça en français, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Alors que dans la Torah, on dit Le'ezrat Hashem. Alors c'est très intéressant, Le'ezrat Hashem, c'est pas tu l'as fait et Akadosh Baruch Hu t'aide. Tu ne fais qu'aider Akadosh Baruch Hu, comme si tu pouvais aider un peu Akadosh Baruch Hu, tu participais à ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire. Et c'est très intéressant que c'est amené juste dans le Navi, où c'est le peuple juif qui fait presque le gros du travail. On va voir dans un instant comment ça s'est produit. En tout cas, c'est très intéressant, justement pour bien montrer que c'est même lorsque le peuple juif agit, il dit je ne fais qu'aider Akadosh Baruch Hu, lorsque Akadosh Baruch Hu agit, et là c'est Shirat Hayam, on a ce passage qu'il faut recomprendre d'une autre façon, Hashem ilachem lachem, ve'atem tacharishun. Tout le monde le lit en disant ve'atem tacharishun, celui qui n'entend pas, celui qui ne parle pas, celui qui ne dit rien, il reste silencieux devant l'action d'Akadosh Baruch Hu. Pas du tout. Alors, il y a creuser les sillons. Pourquoi le mot sillon est approché avec le mot de cheresh? Le cheresh, c'est celui qui justement n'entend pas. Tacharishun. Le mot le'acharish, qui signifie a priori se taire, faire silence, dans l'idée de celui qui a ça, est utilisé dans d'autres passages pour justement parler d'un silence, mais d'un silence, qui recherche, qui est tracassé par voir qu'est-ce qu'il va faire dans l'instant qui suit. Je donne quelques exemples. On a Eliezer, Eved Abraham, qui va chercher Rivka. Il ne sait pas encore qui ça va être, etc. Il a tout un stratagème pour découvrir la fille qui correspond. Ve'aish, Nishtae, là, Macharish, la Darat, Aitzliach Adonai et Dacho Imlo. Donc, Mishtae, il attend et il est là, sur le qui-vive. Tous ses sens sont éveillés. Il n'est pas du tout endormi à attendre que ça se passe. Il est là, Mishtae, là, Macharish. Il reste silencieux pour bien entrevoir la fille qui va voir justement les signes qu'il a attendus de cette chose-là. Un exemple encore plus important de ce silence, c'est Yehoshua ben Nun qui envoie à Yericho pour faire ses espions, Meragelim, Heresh. Ils sont Heresh parce qu'il ne faut pas se faire attraper, il faut se taire, il faut être silencieux, très, très discret. Oui, mais ils ne sont pas discrets parce qu'ils ne font rien, au contraire. Tout est dans le silence de ces Meragelim qui sont en train d'essayer de voir par où on peut attaquer, quels sont, etc., comment mener la bataille. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de passif. On a à propos de Yarakov, lorsqu'il y a l'affaire de Dina, où Dina, Yaakov est lui-même révolté de ce qui s'est produit. Ve'echerish Yaakov ad Boab. Les enfants sont bassadés et Yaakov echerish. Alors on dit il se tait pas. Yaakov est totalement désemparé parce qu'il est partagé entre deux directions. D'une part, ce que vont lui dire ses enfants, Achzona et Aset Achotelu, on ne peut pas rester sans rien faire. Mais d'autre part, il se dit Ani metem mispar. Et je vais être détruit, Mishmati, Ani ou Beti. Si jamais
ils sont en nombre contre nous, on ne va pas pouvoir se battre. Les enfants, tranchent pour une de ces positions-là, et la Torah leur donne raison. Mais en tout cas, pour Yaakov, il n'est pas du tout dans un silence passif, il est dans un silence inquiet à se dire comment réagir à cette situation-là. Et donc, en reprenant cette Shira Déborah qui nous parle de l'action de l'Église Israël, qui vient s'ajouter à celle de la Kadosh Baruch Hu, mais d'une manière, c'est celle d'Israël essentielle. Et là, dans la paracha de Béchalach, c'est celle de la Kadosh Baruch Hu essentielle, Vatem Tacharishun. La grande question qui est posée au Bnei Israël, Vatem Tacharishun, c'est comment les Bnei Israël réfléchissent, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend d'eux. Et d'ailleurs, le Midrash le développe, puisqu'on nous dit, lorsqu'ils étaient à la Yam, il y a eu 4 sortes de réactions possibles. Ceux qui se disent, on se jette dans la mer, ceux qui disent, on retourne en Égypte, ceux qui vont se battre, il y a toute une série. C'est donc que ce n'est pas un silence passif, c'est un silence actif qui se dit qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, lorsque effectivement il est essentiel dans la Milchama, c'est Akadosh Baruch Hu qui est Milcha, mais pas les Bnei Israël, mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu lui répond tout de suite. Je lui dis au Bnei Israël, Matisra Kalei Daber el Bnei Israël Veisarou. J'attends pas d'être passif, avancé. C'est en participation, on raconte les midrashim autour de la façon dont ils sont rentrés dans la mer. Voilà donc un premier thème important, Béchalach, entre l'action d'Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël qui sont attentifs à se poser la question quelle est notre responsabilité. Shira Déborah, la guerre de Déborah, c'est les Bnei Israël qui sont au centre et qui aident Akadosh Baruch Hu. Mais alors là se pose le problème, et c'est comme ça qu'on commence l'étude du passage, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau concret dans cette affaire de Déborah, Yavin Melech Hatzor, le roi de Canaan, Sisera, son chef d'état-major. Et ne serait-ce que pour une première question très intéressante, j'imagine qu'elle a dû passer, peut-être dans l'inattention de ceux qui ont écouté la Haftara, parce que le Sefer Yoshua avait dû être révisé trop longtemps avant. Mais en tout cas, si vous l'avez en tête, vous vous rappelez que Yavin est le roi de Hatzor. Or, la ville de Hatzor est une ville qui, dans le 11e chapitre de Yeshua, a été totalement exterminée, brûlée où il ne reste rien. Et quand on lit ça, on se dit, alors il a détruit Hatzor, et qu'est-ce que fait maintenant tout d'un coup Yavin Melech Hatzor qui recommence à être Melech Hatzor. Ça, c'est au niveau purement technique, géographique de l'histoire. Il y a beaucoup de réponses à ça. Certains disent, à vous le reconstruire, oui, mais c'est pas possible, ils ont gagné, ils sont installés là-bas. Alors il y en a qui disent, non, mais on connaît d'autres populations, mais même quand ils ont perdu la bataille, ils continuent à se targuer. Alors certains ont célébré la victoire de leur défaite, ou la célébration de leur défaite, mais d'autres célèbrent, il reste encore Melech Hatzor, quand Hatzor a été complètement écrasé. On a la première apparition du Ham Israël au niveau inscrit dans une stèle qui s'appelle la stèle de Mer Naftar, dans laquelle on voit, avant même la Torah, qui est écrit le mot Israël, et la phrase qui est écrite, c'est Israël Avad El Losheri. C'est les Égyptiens qui sont venus une campagne du roi d'Égypte qui disent on a déjà massacré tout le monde, il ne reste plus de chérit. On a oublié ce Mar Naftar, on a oublié tout ce vrai qui mais sur la stèle, on a le souvenir de la défaite du Ham Israël, mais du rêve de victoire qui est complètement dans l'illusion plutôt que dans le concret. Alors certains disent il est encore Melech Hatzor quand il a été complètement écrasé. Mais il y a quelque chose de plus intéressant que ça. Et pour le comprendre, il faut comprendre un phénomène essentiel du pays d'Israël jusqu'à aujourd'hui, et qui ne passe pas tout le temps, l'accent est mis dessus. J'ai même posé la question à des enfants qui ont étudié géographie à l'école sur la géographie d'Israël. Je dis, bon, vous avez fait remarquer ce point qui est un point fondamental, essentiel de la Shira Déborah, et ils n'avaient pas, on n'a pas mis le doigt dessus. Alors, le phénomène est le suivant. Au niveau topographique, le pays d'Israël est divisé en 2 régions très distinctes l'une de l'autre. Vous avez un massif montagneux qui est au centre du pays, ce qu'on appelle Haré Merkaz, et Yerushalayim entre autres, qui commence d'ailleurs avant, de Hebron, Haré Yehuda, Haré Yerushalayim, qui continue, quand vous montez vers Bethel, etc., on reste dans la sur les hauteurs, et Haré Shomron. Ce Haré Shomron rejoint vers l'ouest, sur sa distance ouest, le bas du massif du Har HaKarmel. Et donc, en fait, ce Haré Shomron continue sur le Har HaKarmel qui arrive jusqu'à Haïfa, jusqu'à la Méditerranée. D'accord ? En attendant, sur la côte, on a la Shfela. D'accord ? Et de l'autre côté, on a Emek HaYarden. Ça, c'est le premier massif. Après ce premier massif, Haré Merkaz jusqu'à Har HaKarmel, vous avez les Hamakim qui commencent à Emek Bet-Shean, qui continue avec Emek Israël et qui se termine avec Emek Zevulun. Emek Zevulun, c'est un peu avant Haïfa, c'est lorsque Emek Israël s'arrête et qui continue après sur toute la côte
c'est une région de plaine très, 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 très basse, très verte d'ailleurs, et ça n'a rien à voir avec ce qui revient ensuite. Et quand vous arrivez après au Galil, il y a Galil Tarton, Galil Elion, le Golan un peu plus haut, mais là, vous reprenez les montagnes. Pourquoi c'est important, cet aspect topographique de la chose? Parce que c'est le problème de Déborah. Sans ça, on ne comprend rien à Déborah, à toute l'histoire. Vous allez voir, c'est un point technique qui est nécessaire à tout comprendre. Pourquoi? Le peuple juif a conquis le pays. Donc, ils ont chacun arrivé dans sa nachala. On a certaines nachalot qui sont dans le nord, Galil Tarton, Galil Elion, etc., qui d'ailleurs, une fois que le Sebassi se fait, à la fin de Emek Zevouloun sur la côte, il arrive du côté de Naharia, où il déborde du Galil, presque directement sur la mer. Or, on a dans ce Galil, par exemple, Issachar, Zevouloun, Naphtali, toutes ces tribus sont les tribus du nord. Et vous avez des tribus qui sont des tribus plutôt du centre. On se dit, où est passé, qu'est-ce que font les Canaanim? Eh bien, quand les peuples juifs s'installent avec le choix, ils gagnent, c'est nécessaire dans une bataille, les zones de montagne, les hauteurs, mais les Canaanim restent dans la plaine, dans les mecs Israël. Et l'histoire de Déborah, c'est l'histoire d'un peuple qui est totalement partagé parce qu'il ne peut plus passer de la région du nord vers la région du sud. Ça, c'est la base de l'histoire. Et comment c'est décrit dans le texte? Vous le connaissez bien parce qu'on en parle, mais Bimé Shagar Ben Anat, c'est au passage Vav du Péréclé, Bimé Yael, Hadelu Orachot. Les chemins n'étaient plus sûrs, ils ont arrêté de passer par les chemins. Volchen et Tivot, ils cherchent des détours pour pouvoir passer. Pourquoi ils cherchent des détours? Pour une raison très simple, c'est que dans la vallée, dans Emek Israël, surtout les Ramakim, et d'ailleurs on nous dit même où il se trouve, à Rochet à Goyim, Yavin, le Melech Hatzor, qui est plus du tout à Hatzor, à Rochet à Goyim, c'est le passage de Emek Israël à Emek Zevouloun. Donc, ils sont là-bas et ils empêchent tout simplement les Juifs de passer. Vous allez me dire, oui, mais quand on est dans la montagne, on a la supériorité. C'est très logique de s'installer sur les collines et pas de rester dans la vallée. C'est vrai, mais il a une certaine supériorité. Et la supériorité de Yavin, au niveau militaire, c'est qu'il a des chars. Il a 900 chars, ceux qui ont les tanks. Ils ont la bataille en quantité. Le rapport de force est très important entre les Bnei Israël et parce qu'on nous les donne, ces chiffres-là. On a d'un côté 10 000 soldats pour les Juifs. Et pour les Canaanim, on a 900 Rechev Barzel, plus tous les soldats. Mais c'est des soldats très entraînés. Les 10 000 en question, c'est des tribus des paysans, d'agriculteurs, de gens qui font le travail de la terre, qui ne sont pas spécialement dans la violence des armes. Mais deuxièmement, ils ont les charges qui empêchent tout le monde de passer. Et l'histoire de Déborah, on dit pourquoi ils ont besoin, quelle était la détresse pour laquelle commence la bataille? Eh bien, c'est justement que Yavin les attend en bas, il ne va pas monter, puisqu'il ne peut pas monter sur les collines avec ses chars. Il les attend en bas, vous ne pouvez pas passer tant qu'il est là. Et les tribus d'Israël descendent. Alors, juste avant le déroulement de la bataille, point important encore, c'est la raison pour laquelle cette crise est particulière par rapport à tout le livre de Shoftim. C'est un point aussi important à retenir. Le livre de Shoftim est un livre dans lequel il y a des crises ponctuelles et bien délimitées au niveau géographique. Dans telle région, dans tel endroit, il y a une attaque, il y a tels ennemis à côté, etc. Et il y a un Shofet qui vient pour sauver telle région. On a tout le peuple de venir pour essayer de sauver une seule de ces régions. Dans ce cas-là, c'est un problème national. C'est un problème dans lequel tout le peuple est remis en question par le fait que, justement, il ne peut plus y avoir de lien entre les deux. Et pensez, dans le contexte, l'importance de la chose, vu que Réhouven, Chassim Menaché et Gad, l'un des grands problèmes, c'est de dire, vous allez justement vous mettre de l'autre côté du Yarden et ne pas avoir le lien continu. Une des explications pour laquelle on a Ménaché, la moitié de la tribu d'un côté du Yarden et la moitié de la tribu de l'autre côté, c'est qu'avec ces une seule tribu, ils vont justement créer le lien. Ils vont permettre justement de ne pas se séparer. Vous comprenez la critique très virulente en disant, voilà, tout le monde est en train de se battre ici, mais vous, Réhouven, avec votre bétail, vous êtes très bien de l'autre côté du Yarden et vous ne passez pas de ce côté-là. Ce n'est pas un problème de telle ou telle tribu, c'est le problème de l'ensemble du Ham Israël. Voilà le départ entre j'ai évoqué tout à l'heure. Yehuda et Shimon, ils sont tellement dans le sud qu'on attaque d'abord, on critique d'abord ceux qui sont tout proches. Ceux qui sont vraiment dans le sud, on n'en parle même pas. On parle d'abord ceux qui auraient dû venir immédiatement pour justement recréer cette liaison des routes qui passent du nord vers le sud. Alors je reviens sur l'attaque, ce qui se passe, quelque chose de totalement sidérant. Pourquoi sidérant? Parce que pour résoudre le problème, la seule solution, c'est de descendre et d'attaquer les ennemis dans la vallée. Et dans la vallée, ils ont les chars.
Or, l'histoire, c'est qu'ils descendent, ils attaquent, et c'est la raison pour laquelle, entre parenthèses, Déborah, Kumbara, Kushavé, Sheviecha. Donc, il y a celle qui le pousse à la guerre. Ce serait, comment dire, c'est presque une opération pas suicide, mais en tout cas très désespérée. Comment attaquer des gens quand ils savent que de l'autre côté, ils ont les temps qui les attendent? Et le résultat de l'histoire, c'est qu'après être descendus, ils ont gagné. La bataille, comment dire, a été pour les Juifs. Et donc, la fin de l'histoire, c'est au contraire, on connaît la fin de l'histoire, déconfiture totale. C'est la première fois que Sisera perd quelque chose. La mère de Sisera qui l'attend, qui n'a jamais même pu imaginer que son fils puisse être défait au niveau militaire. Et c'est la catastrophe pour les Kénanim. C'est la part d'Akadosh Baruch, bien entendu. C'est c'est après avoir, c'est une guerre totalement militaire, mais c'est Akadosh Baruch qui est là. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'essayer de comprendre comment ça s'est passé. C'est d'essayer de comprendre comment cette bataille s'est faite et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch a fait pour la bataille. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui est totalement, qui donne un complément fondamental à toute la conception de la Shira de Déborah et de la même manière le parallèle avec les Shirat Haggad. Alors regardez la chose par laquelle on commence. Alors on pourrait rentrer dans le détail dans le cadre d'une étude comme ça rapide. On ne peut pas étudier la Shira Déborah avec toutes les difficultés. C'est la névoie. Dans la névoie, c'est la Shira, c'est-à-dire c'est difficulté sur difficulté. Même le fait de la découper, de quelle façon la découper, il y a un livre très important d'un Chacham d'Algérie du XVIIIe siècle qui s'appelle Rabbi Houda Ben Hanin, qui a écrit un commentaire sur le Navi. Il a un long passage très intéressant, avec un commentaire fait en 2 colonnes. Une colonne c'est le Pshat et la deuxième colonne Al-Piasod. Ça c'est aussi très caractéristique d'une certaine manière d'approcher tous les textes. Le Navi, on s'imagine, le Sod, c'est pas. Là, on est en train d'apprendre l'histoire. Les deux sont mis en parallèle. En tout cas, il développe en expliquant les différentes étapes dans la partie du Pshat, quelles sont les différentes manières de couper la paracha. Il trouve 5 parties différentes dans cette Shira. Mais la chose intéressante, c'est la première partie. Et regardez ce qu'on nous dit. Et je commence au Passouk. Gimel. Shimon Melachim Azinu Rozeni. Anochi l'Adonai, Anochi Ashira. Azamer l'Elohe, l'Adonai Elohe Israël. Adonai betzetecha meseri, betzardecha misede Edom, Eretz Ra'asha, Gam Shamaim natafu, Gam Avim natlefu Maim, Harim nazelu mipene Adonai, Zesinai mipene Adonai Elohe Israël. Alors, cette partie est très intéressante pour plusieurs raisons. D'abord, il y a quelque chose qui tout de suite nous interpelle, c'est le Sinaï au milieu. Zesinaï mipene Elohe Israël. On nous dit quoi? Eretz Ra'asha, la terre a été, a tremblé. On est au Passouk d'Alep, dans le Pérec. Pérec He, Passouk d'Alep. Eretz Ra'asha Gam Shamaim natafu. La terre a été, renversée, c'est pas soulevée, c'est pas un tremblement de terre, mais c'est une manière de décrire la violence de la bataille. Mais plus intéressant, Gam Shamaim natafu. C'est quoi ce Shamaim Natafu? Je ne sais pas comment ils l'ont traduit chez vous, mais les cieux se sont mis à goûter. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. C'est vrai, ça poissonne. Très bien, de l'eau. Et on reprend cette idée d'eau, deuxième point, une deuxième fois. Gam Avim Natefumaim, les nuages aussi. Et on la reprend une troisième fois. Harim Lazelu Mipene Adonai. Vous voyez, 3 fois cette idée de l'eau. Et pourquoi c'est Harim Lazelu Mipene Adonai? Zesinai Mipene Adonai Elohe Israël. Alors, il est très clair que la Shira Déborah cherche à prendre sa source dans Matan Torah. Et on le comprend rapidement, puisqu'on peut dire Eretz Ra'asha, Vayecherad Kolaham, la montagne elle-même, elle est, il y a une sorte de renversement, chamboulement total de la création au moment du Matan Torah qui est décrit. Remarquez un autre point intéressant, c'est que même le mot qui est employé, lorsqu'on nous dit Adonai betzetecha miserir, betzadecha misede Edom, on a dans le début de la parasha de Vezot Aberacha, Adonai misinaiba, vezarach miserir, on a les mêmes dieux qui sont évoqués. Tous les parshanim nous disent tout ça fait allusion au Sinaï, ce qui est déjà en soi quelque chose de très important. On s'attendrait à la Shirat Haggad, non. Le Sinaï n'est pas simplement le lieu dans lequel on reçoit des commandements, la Torah, les mitzvot, le devoir de ce qu'on doit faire, mais c'est aussi la raison, par ce devoir interposé, par le mérite qu'on en retire, et qu'Akadosh Baruch Hu lutte pour les bénis Israël. Donc, je veux dire, ces mitzvot et cette Torah donnent aussi pour les bénis Israël le srout qui fait que de ce Sinaï, voilà, Akadosh Baruch Hu est intervenu.
Et un point plus intéressant, remarquez cette phrase-là. Je suis toujours dans le pasouk, alors le pasouk Gimel. Shimon Melachim Azinu Rosnim, Anochi l'Adonai, Anochi Ashira. Si je demande ces mots-là, simplement ces mots-là, alors vous avez Anochi Hashem d'une part, qui apparaît là, et le deuxième qui est évoqué aussi, on va dire c'est Matan Torah, oui, mais le deuxième, l'Hashem Ashira, Ashira l'Adonai, Kiga Oga, on est dans le Shiratayam. Alors là, en 4 mots, on a et Matan Torah et Shiratayam qui sont accrochés. Alors, premier point de remarque, s'il ne s'agissait que du Matan Torah, la terre tremble, il y a du feu, il y a des éclairs, la montagne est toute remise en question, il y a un élément qui n'est pas, c'est l'eau. C'est un événement sec. Au niveau de l'eau, il n'y a pas de ça. Shiratayam est essentiellement autour de l'eau. Et là, Shirat Déborah, on nous parle à la fois du Matan Torah, mais aussi un Matan Torah humide. Natafou, Nazelu, Maïm, etc. On a cet élément. C'est quelque chose qui est très intéressant à remarquer. On le garde en tête un instant et on passe un peu plus loin. Pasouk Kaf, Min Shamaim Nilchamu. Alors, c'est souvent expliqué, ce pasouk Kaf, de la façon suivante. Déborah fait la critique de tous ceux qui ne sont pas venus lutter pour la bataille, les tribus d'Israël, et elle dit, regardez, vous n'êtes pas venus lutter, mais même Min Shamaim, les cieux eux-mêmes, ont lutté avec nous. C'est quand même très intéressant. Les étoiles ont quitté leurs orbites pour venir lutter contre Sisera. C'est une exagération de l'Edrezi. Et on nous décrit encore quelque chose d'important, Nahal Kishon Gerafam. Le Nahal Kishon, alors c'est juste là-bas, le Traïfa, dans juste cette région-là, justement, des Hamakim, Nahal Kishon Gerafam a emporté tous les corps des ennemis perdus. Nahal Kedumim, Nahal Kishon, Tidrechi, Nafshi, Oz, etc. Je rajouterai encore un mot pour comme ça. Az Halemu Ikevesus, Midaharot, Daharot, Abiraf. Je ne le traduis pas pour l'instant, je ne sais pas comment il traduit ce Aznaharu. Le Nahal Kishon les a emportés, mais c'est peut-être parce que c'était sur les chars et elle les a comme dans le. Alors, on va y arriver dans un instant. Il y a encore un petit élément. Comment ils traduisent Aznaharu Ikevesus? C'est le passage qui suit, le Kaf Bet. Alors voilà. Le point important de toute cette histoire, c'est l'événement météorologique de la bataille. Je disais tout à l'heure, on est dans un problème. Le problème, c'est que le peuple juif est sur la montagne. Dans la vallée, il y a les chars qui les attendent et il est impossible de gagner la guerre. Et Akadosh Baruch Hu fait gagner la guerre. D'accord. Comment Akadosh Baruch Hu fait gagner la guerre? Mais tous ces éléments, liquides, de Natafou, etc., mais c'est très simple. La bataille a commencé avec un soleil, mais la bataille a continué avec la pluie qui s'est mise à tomber suffisamment pour que les chars de Sisera s'embourbent. Et suite à s'embourbent, ils ne peuvent plus partir dans ces darotes au début pour courir, etc. Ils ont été emportés par le fleuve qui a eu la crue, qui s'est mise à monter vu la pluie. Voilà l'événement historique. Avant de continuer pour parler de Shiratayam, l'une des journées les plus importantes de l'histoire de l'Europe moderne, c'est la nuit du 17 au 18 juin 1815. J'imagine que vous en êtes convaincus, puisque entre la nuit du 17 au 18 juin 1815, il y a eu une pluie intense qui s'est abattue sur un endroit très, très, très célèbre qui s'appelle Waterloo. Et il y a un chapitre des Misérables où il dit si Waterloo n'avait pas été arrosé toute cette nuit-là, en nombre, Napoléon a la supériorité écrasante sur les Russes, la force de Napoléon est dans les canons, dans l'artillerie, et pour déplacer ces canons, il faut que la terre soit sèche. Et par conséquent, Napoléon attend 11 heures du matin que ça s'assèche un petit peu pour pouvoir bouger toutes ces batteries d'artillerie, mais en attendant, il dit Groucho, c'était Blücher. Blücher arrive pour renforcer Wellington, et c'est comme ça que Napoléon a perdu la guerre. On s'imagine, s'il n'y avait pas eu la pluie, vous savez l'histoire avec des uchronies, s'il n'y avait pas eu de pluie dans la nuit du 17 au 18 juin 1815, Napoléon gagne la guerre, et alors après, vous continuez à faire vos spéculations sur la suite de l'histoire de l'Europe en ayant un Napoléon vainqueur, l'ogre de l'Europe, qui continue dans un sens comme dans l'autre. On pourrait dire, oui, mais pour nous les Juifs, on avait quand même, une demi-sympathie.
je dis, comment dire, comme ça, très mitigé. Je vais laisser le côté demi. Enfin, on ne va pas rentrer dans le problème d'un peu long. En tout cas, voilà, une pluie cruciale pour une bataille. Voilà, 17-18 juin. Mais oui, mais la pluie de la bataille de Sisera est fondamentale. Et elle est fondamentale pour quelle raison? Parce que là, tout d'un coup, on a dressé le côté historique, militaire de la chose. Mais on a un élément fondamental qu'il faudra suivre maintenant, c'est la boue. Et c'est l'embourbement des chars de Sisera. Alors ça, c'est un sujet fondamental. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, on retrouve notre Shiratayam, Béchalar. Parce que Shiratayam, Béchalar, est elle aussi... Alors on a la mer qui se referme sur les Égyptiens qui passent à travers les pays d'Israël. On a les pays d'Israël dans laquelle la mer devient les Yabasha, la terre sèche. On a certaines descriptions très intéressantes du Midrash sur les pays d'Israël qui font des manières. Ils disent qu'on ne va pas rentrer dans l'eau tant que ça ne vient pas du sec, parce qu'il faut leur dresser un tapis rouge pour avancer. Eux, ils ne sont pas d'accord. Il y a des Midrash qui dit Asara Nissim Naasu Alayam, sur les 10 Nissim chez Naasu Alayam, il y a toute une série d'éléments l'un après l'autre. Il y a des cailloux, on va se faire mal, enfin toute une tas de choses. Et on nous dit, et la mer est devenue sèche. Très bien. Oui, mais les Égyptiens à côté. Alors là, les Égyptiens, c'est très intéressant. Alors, je vous dis juste un mot, un point, intéressant dans la description. Vous l'avez dans le Perek Dalet. Perek Dalet de Shoftim, Pasuk Tetvav. Vous avez Vayahom, Adonai, et Sisera, et Kol Avichev, et Kol Amachane, et Tiferev. Vayahom, c'est quoi ce Vayahom? Mehuma, la fuite, la catastrophe qui va se produire. Le problème de ce Vayahom, c'est quoi? C'est que le seul endroit où on retrouve la même expression Vayahom, vous l'avez dans Parashat Béchalar, où vous avez Vaï Bashmoret Aboker, Vayashkef Adonai al Machane Mitzrayim, Be'amud Esh Ve'anan, Vayahom et Machane Mitzrayim. Deux passages dans tout le Tanakh où il y a le mot Vayahom qui apparaît. L'un dans Shirat Hayam et l'autre dans Shirat Déborah. Alors on sait ce Vayahom dans Shirat Déborah de quoi il parle, puisqu'il s'agit Vayahom sur les soldats, mais sur les chars. On nous parle ici, et Sisera Betkol à Rechev. Rechev, c'est ses chars avec ses chevaux. Et lorsqu'il s'agit de Shirat Hayam, on nous dit, alors là, très intéressant. Vayirdefu Mitzrayim, Vayavo Acherem Kol Susparo, Rirbo Parasha Beltor Hayam. Les Égyptiens poursuivent avec Tor Hayam. Mais qu'est-ce qui se passe avec eux? La mer est devenue de la terre sèche. Et pour les Égyptiens, c'est aussi de la terre sèche. Et là, le miracle, c'est un des 10 miracles de la c'est sec pour les Juifs et de la boue pour les Égyptiens. Et c'est très intéressant parce qu'on nous dit Vayehi Bashmo et Aboker, Vayashkef Adonai al Machane Mitzrayim Be'amud Esh Ve'anan. Alors là, les descriptions du Midrash sont, Rachid les ramène, mais ce passage sont très intéressants. Alors il est à la fois Amoud Esh et à la fois Amoud Anan pour nous dire le Amoud Anan, c'est ce qui permet d'amener l'eau, et le Amoud Esh, c'est ce qui fait bouillir. Alors c'est de la boue, mais de la boue bouillante. C'est quelque chose de très intéressant dans lequel ces chevaux sont en train de s'embourber. Mais plus intéressant que ça, on a depuis le début de la paracha, Akadosh Baruch Hu annonce d'ailleurs, à Paro, Ikaveda Befaro ou Frol Chelo. Et ça revient une deuxième fois, Ikaveda Befaro Frol Chelo, Frol Rechev ou Parashav. Or, Ikaveda est expliqué par les Parshanim de manière classique de la façon suivante. Première explication, Ikaveda, c'est la force, je vais appesantir ma punition sur Paro, c'est le Koved, le poids de la punition. Et deuxième explication, c'est le Kavod, Ikaveda Befaro, je vais m'enorgueillir, Garo Ga'a, par le fait de punir les Égyptiens. Voilà plus ou moins les deux explications des Parshanim. Il me semble qu'il y a une troisième explication, qui est peut-être celle de la fausse, c'est Ikabeda, dans le sens le plus clair de la chose. Les chars, et en particulier Bechol Chelo Parashav, vont être, embourbés dans ce cavale. Et d'où je le tire, ce Ikabeda, mais c'est le passage qui suit. Vayassa, alors il y a Vayahom, je dis, il y a le Esh vers Anan. Suite à ce Esh vers Anan, Vayahom et Machane Mitzrayim, ce même Vayahom de Déborah. Mais ensuite, on a Vayassar et Tofan Markevotat. Alors tout d'un coup, ils sont en train de réparer les roues. Pourquoi ils ont besoin d'enlever? Plein d'explications. Mais non, l'explication la plus simple, c'est que ces roues sont complètement... c'est pas punchées, ils n'avaient pas le pneu, ils sont complètement embourbés, on ne peut plus avancer. Vainahagehu birvedut. Donc le kvedut, le ikaveda, il est défini ici. Ils sont ikaveda birvedut parce que le peuple juif n'arrive pas, le peuple égyptien n'arrive pas à sortir avec ses chars. L'eau n'est pas encore revenue sur les Égyptiens. Balei Tosafot explique de manière très intéressante ce qu'on dit dans, tous les jours dans Emet. On dit Zedim Tibarta, Vididim Avouya,
On n'est pas du tout d'ailleurs que Alzot Shiberu, on fait la shira à Akadosh Baruch Hu pour avoir tué les Égyptiens. Pas pour que les Juifs aient été sauvés, puisqu'on finit en disant Alzot Shiberu Ovim, jusqu'à venir, même l'Onotar. Ça, c'est un point qu'il faudrait développer plus longuement. Mais au niveau du texte, il y a une bizarrerie. C'est qu'écrit Zedim Tibarta, qui se traduit généralement tu as noyé les Zedim, les méchants, Vididim Avrouyam, et les Juifs sont passés. Vachasu Maïm Tsareem, et la mer a recouvert Tsareem, et même dans le Tarot, on a dit qu'ils se sont noyés. La mer, elle avait recouvert tout le monde pour les noyer. Pourquoi est-ce qu'il y a cette séparation entre Zedim Tibarta d'une part, et Vachasu Maïm Tsareem d'autre part, et au milieu, Yedidim Avrouyam? Réponse des Bala Tosafot, c'est l'ordre du déroulement de l'histoire. Zedim Tibarata, ça ne veut pas dire noyer, on le traduit mal quand on dit noyer. Tibarata, tu as embourbé. Et l'itbora ne parle pas simplement de quelqu'un qui se noie, immergé sous l'eau, mais il parle de quelqu'un qui s'embourbe, s'enlise. Et c'est parce que là, tout à l'heure, je vais le montrer dans Télim, il est noir sur blanc, ce sens de l'itbora, bivel metsula. Comme la tbia, voilà, tous ces là, ça veut dire se noyer. Les tbia, tabarti bivel metsula. Yevel metsula, c'est la boue, etc. Alors, le mot, alors c'est très simple. Lorsque les Juifs sont encore dans l'eau, Yedidim Tibarta, Zedim Tibarta, ensuite l'âme Israël sort de l'eau, Vididim Avrouyam, et ensuite la mer se referme, voilà l'histoire très claire qui s'est déroulée chez les Égyptiens. Voilà le parallèle, la Shira et la Shira de Déborah, les deux sous un même élément. Je rajouterai encore un point important, les deux sont même. Pourquoi j'expliquais en détail le contexte topographique de la chose, eh bien, c'est qu'on a aussi autre chose, c'est que dans la Shira Tayam, il y a un élément naturel qui nous empêche de franchir, de sortir, de continuer. D'où vient la détresse du Ham Israël? Il y a derrière les Égyptiens, des deux côtés on ne peut pas s'échapper, et il y a la mer devant. Et on arrive, par le miracle d'Akadosh Baruch Hu, à faire un passage dans, débloquer ce qui est débloqué. Eh bien, l'histoire de Déborah, c'est exactement la même chose. On n'est pas descendu dans la mer, mais on est descendu du massif du nord, il y a la vallée, et pour pouvoir continuer à faire le lien entre les deux tribus. Et dans cette vallée, alors c'est le même phénomène qui va exactement le même. Dans l'un, c'est la mer qui se retire, qui ne s'assèche pas pour tout le monde, qui reste de la boue et de la vase pour les Égyptiens. Et dans l'autre cas, c'est la terre de Emek Israël, qui est abreuvée généralement, mais là, avec la pluie qui tombe, ça devient de la boue. En fait, c'est le même phénomène. Vous voyez que là, il y a un parallèle très, très, très proche de l'un vis-à-vis de l'autre au niveau de l'histoire. Mais alors, à ce moment-là, ça nous demande de commencer à réfléchir au sens de la chose. Et à réfléchir sur quelque chose qu'on réfléchit moins souvent. Pourquoi on réfléchit moins souvent? Parce que, j'allais dire, la boue, c'est pas sympathique. Lorsqu'il pleut, lorsque vous avez les pieds qui s'enlisent dans la boue ou les chaussures qui se salissent, on réfléchit moins sur ce phénomène. On parle de l'eau de manière absolue, on parle de la terre de manière générale, il y a les différents éléments, les quatre, la tôle, la mer, etc., la terre, le feu, l'air, mais on parle moins des composants, des composés de différents éléments. Pourtant, c'est très intéressant. La réflexion sur les différents composés est très fructueuse. Et vous remarquerez d'ailleurs que pour la sortie d'Égypte, les Makot, il y a beaucoup de compositions. Le plus connu, bien sûr, c'est qu'on a Barad, et on nous dit Barad, c'est quoi? C'est Barad ve'esh mitlakachat mitorha Barad. On a une explication du Midrash qui rajoute là-dessus en disant les ennemis, l'eau et le feu, se sont mis d'accord pour punir l'Égypte. Hein? Alors, les composantes de deux éléments qui sembleraient. Mais on peut le chercher, on peut raffiner, disons, notre attention aux différents éléments en essayant de trouver les compositions. Je donne un autre exemple aussi très intéressant lorsqu'il s'agit de Makat Shechim. Comment se produit cette Makat Shechim? Il y a Melo Chofnecha Piyach Kivshan. Alors, Piyach Kivshan, c'est la poussière, c'est les cendres des fours, et qui sont jetées Uzrako Hashamaïm, sont jetés au ciel, et l'épidémie se répand. Alors, il y a trois éléments qui sont. Un, c'est la poussière. Deux, c'est le feu qui a transformé, cette poussière, c'est des cendres. Et trois, c'est le vent qui il n'y a pas une maca toute seule. La maca évolue avec différents vecteurs d'éparpillement. Bon, on a ça avec beaucoup de makot. Alors, par exemple, pour le Shiratayam, on a Esh, Anan Esh, Amoud Anan, Amoud Esh. Amoud Anan, l'un est dans le côté de l'eau et l'un est dans le côté du feu. Vous voyez que les éléments sont. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a deux éléments?
où c'est la terre et l'eau qui participent de la boue. Alors, pour commencer à traiter le sujet dans Shoftim, on l'a de cette manière, il faudrait faire un long détour pour essayer de voir à quoi a été comparé ou qu'est-ce qui a été comparé à la boue de manière universelle. C'est un sujet très intéressant et vous m'excuserez de ne pas vous embourber dans différentes civilisations étrangères, mais il y a des éléments très très intéressants dans la conception universelle. D'abord, ce n'est pas un sujet tout à fait neuf. Et comme on sait bien, si déjà pour la Torah, n'importe quel sujet mérite de son intérêt, et bien la boue aussi. Et là, on en a plusieurs. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure, par exemple, Victor Hugo. Point très intéressant. Paris est comparé à une sorte d'une ville, c'est un monstre, qui a tout le réseau d'égouts sous la ville, qui sont comme un réseau d'intestins. La partie d'ailleurs qui s'appelle l'intestin de Léviathan, ceux qui se souviennent. Et dans cet intestin, il y a, là où la nourriture arrive, il y a tout le réseau intestinal. Parfois, les égouts débordent, c'est lorsqu'il y a la régurgitation. Il y a l'évacuation des égouts, c'est l'effection, c'est l'évacuation. Et cet réseau souterrain est extrêmement boueux. C'est là qu'habitent tous les repris de justice et autres, on connaît l'histoire. Or, quand on voudrait évoquer, et ça c'est un point qu'il faudrait parler de manière, je veux dire, pas universelle, mais continue, qu'est-ce que font les gens qui soulèvent les pavés pour faire des barricades? Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous trouvez sous les pavés, et je vous dirai, qu'est-ce que vous, à quoi vous apprenez? On connaît tous le slogan de mai 68, sous les pavés, la plage. Qui signifie quelque chose de très intéressant. Les pavés, c'est le côté autoritaire, c'est la justice, c'est le droit, c'est c'est l'ordre. Et quand on enlève justement ces pavés, on a le rêve, la plage, les mœurs qui sont libérées, on imagine, etc. Là, la plage. Ce à quoi Béni Lévy répondait en disant sous les pavés, la plage, certes, mais sous les pavés de la philosophie, la plage de la théologie. C'est déjà plus intéressant. Sous les pavés de la rationalité, de l'ordre, de la route bien tracée, on a la plage, mais pas la plage des mœurs dissolues, la plage au contraire de la possibilité de réfléchir au voyage spirituel. C'est ce que Béni Lévy lui-même a trouvé. Alors pour Victor Hugo, à cette question-là, il a une réponse très simple. Sous les pavés, qu'est-ce qu'on trouve comme plage? Pas la plage, la boue. Et les pavés symbolisent l'ordre qui est amené dans le monde, et la boue, c'est le peuple. C'est toute la tourbe humaine qui est sous les pavés, qui soutient un peu d'une certaine manière l'ordre qui était ramené. Et lorsqu'on soulève ces pavés pour faire des barricades, on voit réapparaître un peu toute cette fange humaine qu'on avait oubliée et qui est symbolisée de manière majeure par cette eau qui circule, mais c'est une eau boueuse, insalubre, sous Paris. Voilà une image très intéressante. La boue, c'est le peuple. La boue, c'est cette vase qu'on avait oubliée. N'oubliez pas un point extrêmement important pour reprendre le problème des pavés, c'est que l'une des actions majeures dans lesquelles Rome se targue d'avoir apporté la civilisation au monde, c'est d'avoir tracé des routes. Parce que les routes, justement, c'est notre problème. Parce que sur des routes, des chars vont pouvoir passer. C'est tout à fait le problème militaire. C'est parce qu'ils ont lu Déborah, c'est qu'ils savent que les chars de Paro s'embourrent en Égypte, c'est parce que tout le monde est conscient que lorsqu'on laisse de la terre avec un peu de pluie, eh bien, on ne peut plus avancer. Et donc les Romains font des routes, pas pour des intentions très, très nobles, c'est pour pouvoir justement faire passer les... Ah oui, après, il y a le commerce, il y a la possibilité de faire des communiqués. D'accord. Donc le monde de la civilisation crée des routes. Il y a une nara entière qui est sur cet élément-là. Une nara très intéressante, que beaucoup ne comprennent pas. On nous parle de Even Maskit. Il est interdit de se prosterner à une sorte d'idolâtrie qui s'appelle Even Maskit. Je n'entrerai pas dans tout le sujet parce que c'est un long sujet, quel est ce mot même Maskit, d'où il vient, etc. Mais une des explications de cette Even Maskit, c'est justement une dalle qui est posée sur la terre. C'est l'une des raisons d'ailleurs que quand on fait par exemple à Kippour, lorsqu'on se prosterne complètement, on dit qu'il ne faut pas se mettre juste à même le sol, il faut mettre un petit tapis pour séparer justement le sol de l'homme. Parce qu'on risquerait de retrouver la situation de Even Maskit. Or, l'idolâtre qui fait le culte de Even Maskit fait le culte du travail humain qui arrive à maîtriser l'élément de la nature qui empêche toute progression humaine, et justement, c'est à travers ces dalles qui permettent de daller le sol.
Et la conception qui s'oppose au soleil masquite, c'est qui ramène l'homme à la modestie de savoir que les éléments de la nature, on n'est pas contre faire des routes, mais ne pas en faire de ça un culte, au même titre que le culte de la terre lui-même devient de Oved Adama, celui qui le cultive, à la Avoda, le service, qui devient quelque chose qui devient idolâtre. Voilà un peu le détail, je pense bien sûr à Caïn et autres, les premiers agricoles. Je ferme la parenthèse. Pour revenir sur notre boue, voilà donc, on a une première image, c'est celle de la populace boueuse qui se trouve sous la civilisation qu'on a voulu bâtir. On prend le point marquant et qui lie ça avec la guerre, qui est fondamentale pour toute cette histoire-là, c'est la guerre 14-18. Pourquoi la guerre 14-18? Parce que la guerre 14-18 a été appelée Barbouze dans son livre Le Feu. Le titre, c'est la guerre de la boue. La guerre de la boue parce qu'on expérimente jour après jour la boue des tranchées, la boue etc. L'eau arrive, la description des pluies qui tombent, etc. Quelque chose d'épouvantable. Et il n'y a pas de lieu, on se retire, il y a des tunnels qui sont creusés, elle nous touche dans tous nos retranchements. Voilà, elle est très importante. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que c'est l'époque à travers laquelle, qui est mort dans cette guerre-là, plus d'1 million de paysans, c'est-à-dire de gens de la terre qui cultivent la terre. Et après, l'Europe, le monde entier bascule vers un monde des villes et pas un monde des champs. On oublie les champs, les derniers paysans sont là, et puis aujourd'hui, on n'a plus même pas 1% de gens qui continuent l'activité agricole. C'est un autre sujet, mais qui est très intéressant parce qu'il a sa charnière avec la boue. Je prends un deuxième élément qui était ramené dans une pièce de Tchekhov qui s'appelle l'Ongvania. Je ne sais pas si vous connaissez. Dans l'Ongvania, on décrit le mal de vivre, le mal de non-vivre d'une campagne dans laquelle il ne se passe rien. On essaie de faire quelque chose, c'est pas rien. Et il y a cette phrase très intéressante qui dit la chose suivante: l'ennui est là comme une espèce de boue gluante dans laquelle on s'enlise. Là, il y a quelque chose d'existentiel, l'ennui, comme cette espèce de boue gluante. Ce qui veut dire que là, c'est plus la populace, mais c'est quelque chose de profond, d'intérieur à un sentiment où la boue est l'image de ce sentiment. Cette idée est très intéressante parce qu'elle nous ramène à un troisième élément, qui n'est pas le côté du peuple, pas celui du sentiment existentiel, désespoir, etc. de vivre, mais un sentiment qui est celui qui est représenté aussi par la boue, qui nous accroche et qui nous empêche au contraire de nous évader. Alors, vous connaissez le cimetière marin. Le cimetière marin, c'est le rêve de s'échapper de la boue qui nous retient. Et dans le cimetière marin, vous avez exactement cette phrase-là par laquelle on arrive vers la fin, un peu comme ça. Si je désire, alors c'est un peu partout, hein, les peaux rouges, etc., les mondes maritimes, c'est le rêve poétique. Mais si je désire un peu d'eau d'Europe, c'est la flash noire et froide, c'est-à-dire c'est le fait d'être là. La flash, n'oubliez pas, est très intéressante. Le mot même français est très intéressant parce que dans la flaque, vous avez encore une eau, relativement, on entend les gouttes qui tombent, donc il y a encore le curieux qui finit la flaque, mais non, c'est de la flash. Et ben c'est de la flash, c'est une flaque qui est totalement boueuse, où l'eau ne fait même plus floc-floc. Elle est complètement restée. Voilà, l'eau d'Europe, où je suis, elle m'accroche, comme cette boue. Et il le redit dans un autre poème, toujours Rimbaud, qui nous parle, alors, à l'opposé de ce bateau ivre, il y a mon canot qui reste toujours attaché, sa corde tirée, dans l'œil d'eau sans bord, c'est la mare qui est ça, et cette chaîne attachée, à quelle boue? À quelle boue? C'est celle qui empêche justement mon canot, le bateau, qui n'est pas ivre du tout, qui est totalement accroché. Le rêve de s'échapper, le rêve poétique, le rêve des mondes supérieurs, est, freiné par cette boue qui nous empêche, qui nous emboue. Voilà 3 éléments du côté purement humain de la population, au côté du mal-être et à l'esprit. Mais bien entendu, il s'agit effectivement, même je ne veux pas dire, je dirais pas d'une boue culturelle, mais il faut se poser la question, mais que dit la Torah sur la boue? Que dit la Torah sur ce mélange-là? Et là, ça devient très intéressant. Parce que s'il y a un symbole plus qu'un autre dans l'esprit juif pour parler de l'Égypte, eh bien c'est justement Ikabeda, c'est la fin. Pas trop rapide, on y arrive. Pour l'Égypte d'abord. Pour l'Égypte d'abord. Pourquoi? On a les Khartoumé Mitzrayim. Les Khartoumé Mitzrayim, je reviens un peu en arrière, avant de parler d'Égypte. L'eau et la terre sèche sont 2 éléments qui sont, très bien développés.
longuement développé. Par exemple, et c'est ce qu'on a eu l'un des sens profonds de Shiratanya, Mayam Leyatasha, etc., à propos de la mer, c'est pour nous dire la chose suivante. La terre ferme, c'est là où on a pied, où justement on a le pied qui est solide. C'est tout le monde concret, le monde matériel, le monde rationnel. Dans l'étude juive, c'est la halakha. C'est là où on chemine sur des chemins qu'on appréhende, sur lesquels on sait où s'aventurer. La mer, à l'opposé, c'est le monde dans lequel on perd pied. C'est un monde souterrain. C'est un monde dans lequel on ne voit que la surface, on ne sait pas la profondeur. On ne peut pas savoir a priori, comme une montagne, quelle va être la dénivellation. La mer, c'est le monde intérieur inconscient. Dans la conception juive de la chose, c'est le sod, le secret de tous les abysses maritimes qu'on n'arrive pas à découvrir. C'est le rêve, pas le rêve du voyage simplement, mais le rêve de pas l'envoler dans les mondes supérieurs, mais l'approfondissement du monde dans lequel on se trouve. Transformer la mer en terre sèche, c'est dire que les Béné Israël arrivent à passer dans le monde secret le plus profond, comme s'ils étaient sur la terre. Voilà, la halakha, il y a une très bonne, et la Haggadah ou le Sod, il y a une très belle discussion. Vous connaissez, je vais dire Napoléon, Alexandre le Grand, qui arrive chez les Chachamei à Negev, et il leur pose des tas de questions aux Chachamei à Negev. Et une des questions, c'est où vaut-il mieux aller, sur la terre ou sur la mer? Et à travers cette question, les Chachamim entendent le questionnement du conquérant, du voyageur, de celui qui cherche de nouveaux horizons, et celui-là, bien entendu, les grands voyageurs, c'est les mers. C'est chercher de l'aventure, combien de marins, combien de capitaines. Or, les Chachamim vivent sur la terre ferme. C'est plus important. Pourquoi? Alors, il y a tout un long débat où ils sont, une atrassa, ils sont, violemment, dans la finesse, contre Alexandre le Grand, en disant, mais oui, tous tes voyages, finalement, lorsque les gens voyagent, la preuve qu'on a raison sur la terre, il vaut mieux être sur terre que sur la mer, c'est que lorsque les gens sortent de la mer, ils se retrouvent tout d'un coup, tranquilles quand ils sont sur la terre, alors que quand ils vont sur la mer, ils ont le tournis, on fait des à Gomel, il y aurait des ayams, parce qu'on revient justement de la mer. Et entre parenthèses, Alexandre le Grand, oui, il est parti chercher dans tous les horizons, mais finalement, sur la terre ferme, il a été, plus ou moins liquidé, peu importe la théorie qu'on adoptera pour la raison de sa mort empoisonnée ou autre. En tout cas, pour revenir, voilà deux éléments qui sont très distincts. Mais on a un pays qui ne veut pas faire la différence. C'est l'Égypte. L'Égypte, on a des Khartoumé Mitzrayim. Les Khartoumé Mitzrayim ont deux chapeaux. Pas deux magiciens, mais un d'un côté, c'est effectivement la magie noire, la magie de la sorcellerie. Le fait de pouvoir faire avec les Makot Mitzrayim de reproduire, c'est un aspect des Khartoumé. Mais un deuxième aspect, c'est une civilisation dans laquelle la technologie, la science, qui arrive à un certain niveau. Mais elle ne fait pas de distinction entre la science, terrestre, sûre, rationnelle, et la science ésotérique, dans le lumineux. Voilà une boue, culturelle qui se trouve dans l'Égypte. Comment faire le tri? Alors, entre ces deux aspects, je donnerai un exemple très simple. Comment, lorsque l'esprit scientifique ne déraille pas vers le côté mythique, vers le côté mystérieux ou mystique, c'est un premier point très intéressant. Deuxième point très important, comment dans l'envolée de l'esprit, on n'est pas toujours amené terre à terre. Alors là, c'est la terre d'un côté qui nous ramène dans les données du concret. Comment gérer ces deux éléments-là? Voilà l'Égypte qui s'embourbe avec les chars de Pharaon qui sont derrière, dans la mer qui s'embourbe. Alors, il nous reste bien sûr un point important. Alors, dans quel cas nous on parle de cette... Et là, c'est très intéressant, il y a un Mizmor de Tehillim qui est entièrement consacré à cette question-là. C'est le Mizmor Samertet. L'Amnatseach al-Shoshanim les David. Et qu'est-ce que dit David? Oshi'ini Elohim qui va ou maïm ad nafesh. Ça, c'est très intéressant. Là, devenu l'expression que j'emploie aujourd'hui. Qui va ou maïm ad nafesh, c'est en fait, je suis complètement englouti sous l'eau. Mais pas vraiment englouti, c'est pas exactement englouti. Tavarti bivel metsula. Je me suis embourbé, et là on retrouve ce Yevel Metsula. Yevel Metsula, certains ont fait les drachot sur Yavan, mais là on n'est pas dans Yavan, c'est justement la boue, la boue, la vase, tout ce qui est, qui me retient. Ve'el ma'omad, je ne peux pas te dire, Bati ve'ma'amake ma'im ve'shibolet shetaftani. Il a tout un mismor qui entre sur cette image-là, qui reprend d'ailleurs un peu plus loin dans le mismor, Atzileni mitit,
Tit, encore une fois, c'est cet élément-là. N'oubliez pas que le tit, donc de cette boue, c'est aussi le tit de l'Égypte dans lequel les Béné Israël font leur brique. Lorsque fait le haroset, ça c'est très intéressant. Une fois, on avait parlé un peu du haroset. Il y a deux recettes du haroset. Une recette qui s'appelle Zecher la tit, qui est pour nous rappeler justement le mortier de l'Égypte, que les Israéliens, il est un haroset très très dense. Dans lequel justement. Et puis il y a qui font un autre haroset, c'est la dame. C'est un haroset beaucoup plus liquide, mais qui se rappelle beaucoup plus une sorte de boue. Et dans cette boue-là, on a, je dirais presque, le soir du Seder de Pessah, on célèbre la boue. Et lorsque on a le haroset, cette sorte de boue, vous allez voir qu'aujourd'hui, on n'en est pas si loin, puisque au centre de notre civilisation, mais de nos sociétés, on est passé à, on a renversé toute cette image de la boue, j'y arrive dans un instant. En tout cas, pour revenir, les profondeurs de l'eau. Donc, cette image de la boue. En de quoi David parle? Deux éléments. Le premier, c'est la galoute. Le premier, c'est ce que disaient les Ramim, c'est Malchouyot. C'est le peuple juif qui s'embourbe dans la boue. Et ça, c'est le côté le plus évident. Dans lequel on s'imagine, oui, il y a une boue, mais c'est une boue qui nous empêche justement de progresser, d'avancer, de revenir, de continuer. Le peuple juif est complètement immobilisé par cette boue dans laquelle ils sont. Mais évidemment, dans toute conception juive, jamais cet élément-là, concret, réel, historique, n'est détaché du côté moral, spirituel, du mérite. Et pour David Améler, la deuxième boue, et c'est l'une qui est, c'est le het, c'est le yetzerara, c'est celui qui justement me fait m'enliser. Vous voyez que tout ce qui se produisait de façon rationnelle, compréhensible, que ce soit la ville, que ce soit l'ennui existentiel, que ce soit le rêve, la poésie, etc., prend une dimension de kedusha, prend une dimension de morale, prend une dimension de tahara lorsqu'on commence à passer sur le monde juif. Il n'est pas interdit de voir ce que l'esprit humain peut produire comme symbole, mais en aucune façon on ne touche la sphère, ce qu'on nous a dit d'ailleurs, Chorma Bagoïm Tamin, Torah Bagoïm Altamin. La sphère de la kedusha, la sphère de la tahara, on la trouve à partir du moment où on ouvre par exemple un Mizmor comme celui de David Améler. Mais ça ne suffit pas et on ne terminerait pas. La position juive, si on s'arrêtait à ce niveau-là, il y a encore un point qu'il faut rajouter. Le dernier point, alors je disais aujourd'hui, c'est au centre de nos civilisations, mais disons aujourd'hui en Israël, on a fait beaucoup de ça, du tourisme et autre chose autour de la boue. Parce que vous avez des gens qui reviennent, ils prennent la photo, ils ont la tête toute noire comme ça, avec la boue de la mer morte, la boue de cette chose, etc. Et si vous cherchez le mot boue d'ailleurs, dans l'Internet, vous verrez beaucoup plus de références, pas tellement, Rimbaud, Hugo, la boue, c'est les eaux en ont été lavées, mais il nous reste par contre une boue centrale, c'est la cosmétique, tous les bienfaits pour la peau, tous les bienfaits, etc., des bains de boue et autres utilisations de cette boue. Et c'est pas faux. Pour quelle raison? Pour une raison essentielle. Mais c'est que la boue, alors plus même que l'eau qui ne fait que passer et apporte des minéraux, alors si on la boit peut-être dans une eau minérale, mais pour faire certains traitements, certaines propriétés, les minéraux se trouvent justement dans cette boue. Et là, l'intérêt fondamental, c'est justement de les préserver pour le moment du traitement. Ce qui est l'inconvénient de la boue est justement son apport au niveau cosmétique et autres, puisque c'est par le fait qu'on s'y enlise que justement l'effet cosmétique va pouvoir agir, parce que ça va prendre un certain nombre de temps, n'enlevez pas trop rapidement votre masque, etc. etc. Voilà le point. Les terrains, on ne peut pas construire. J'arrive aussi au terrain dans un instant. J'arrive au problème des terrains, on ne peut pas construire, on ne peut pas simplement construire, on ne peut pas cultiver. Puisque toute la culture, c'est une question de boue. C'est une question de boue. Alors maintenant, pour le côté médical, etc., c'est important. Et juste au passage, je vous donnerai juste le titre d'un sujet, mais c'est un sujet extrêmement important. N'oubliez pas que dans certaines traditions, on célèbre le rapport qui soude un homme et sa femme par une soirée particulière qui s'appelle la soirée du aîné. C'est lorsqu'on prend justement une certaine boue pour justement marquer dans cette boue-là tout un tas de significations qu'il faudra développer une autre fois. En tout cas, voilà une boue qui est au centre fondamentale de la Torah et qui a, je dis déjà la conclusion, pas la conclusion, mais en tout cas, ce qu'il faut évacuer, puisqu'on parle de boue, donc
chose à évacuer, qui n'a absolument aucune origine islamique ou de peuple environnant, qui est profondément juif, ça sourd dans le Tanakh, etc. Mais ça, je referme la parenthèse, on en parlera une autre fois à propos du aîné. Mais pour l'instant, pour l'histoire de la boue, donc pour la première point, on parle dans une situation où on parle de la boue essentielle. La boue est devenue essentielle. Et oui, mais c'est évident, elle est essentielle, pas seulement pour ces minéraux, parce que de manière fondamentale, il n'y a pas de culture lorsque la terre n'est pas arrosée. C'est évident, on a besoin de l'eau. Mais à partir du moment où on arrose la terre, eh bien, on a de la boue. Et quelqu'un qui a de la boue sur ses bottes, quelqu'un qui a de la boue comme ça, c'est quelqu'un qui, justement, est choutaf avec Akadosh Baruch Hu pour continuer à développer le monde. Alors après, dans le côté urbain de la chose, on va développer les constructions. Mais Jean, dans son premier point de départ, et puis comme on est quelques jours quand même avant Tou Bishvat, alors il faut quand même rapporter quelque chose lié justement à ça. Eh bien oui, le fait de parler de l'eau et de la terre, c'est très bien, mais il faut parler de la composition des deux. Et je voudrais juste terminer par un machal, c'est celui qui est ramené par le Ora Chaim dans l'introduction de son commentaire sur la Torah, où il dit la chose suivante. Comment concilier l'apport, le chidouche de celui qui voudrait commenter la Torah en donnant certains sens, et à côté de ce chidouche, le côté soumis et qui continue une tradition. Est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on ne peut pas tout dire? Vous savez qu'aujourd'hui, la phrase la plus en vogue, c'est Shivrim Paim la Torah. On peut dire ce qu'on veut sur la Torah. Alors le Rachaim dit, il m'arrive, dans mon commentaire, dans l'introduction du commentaire, il m'arrive parfois de proposer des explications sur les psukim qui ne sont pas les mêmes que celles des Chachamim dans la tradition. Alors il y a un premier point, surtout d'abord, ce n'est pas dans les domaines de la halacha. On soit bien rassuré, il ne s'agit pas de proposer différemment ou d'arriver à des conclusions différentes de la halacha. On serait complètement fourvoyé. Et il dit, oui, mais l'image qui correspond, c'est l'image suivante. Il y a la terre sur laquelle on plante, c'est la terre de la Torah, c'est le texte. C'est le côté, la donnée naturelle dans laquelle celui qui donne un chidouche va apporter sa graine, va planter, va semer, et de là va pouvoir sortir le fruit du chidouche. Donc c'est une composante de l'esprit de l'homme, de l'illumination, et des données du texte, des données de la tradition. Oui, mais ça ne suffit pas, parce que s'il n'y a que la graine et que la terre, mais c'est une terre desséchée, la graine ne poussera pas. Et il dit, il faut ramener l'eau. Et l'eau, c'est quoi? Midli, les fondements de la tradition qui ont été reçus de Moshe au Sinaï. Ça veut dire qu'on peut apporter de nouvelles explications, mais il faut être sûr que ces explications, on les abreuve par les fondements de la Emouna. S'il s'agit d'apporter de nouvelles explications, avec ces explications-là, de se détourner des principes fondamentaux de la Torah, c'est problématique. Il y a quelqu'un qui disait, moi, quand j'ai une nouvelle idée, je vais la cachériser. Je vais essayer de demander à un rave, est-ce que je ne me fourvoie pas? Alors, donc, il y a ces trois éléments qui sont apportés dans le Rachim, ils sont très intéressants. Certains, d'ailleurs, pêchent les deux sens. Certains font de la culture. Alors, uniquement, essayent de faire pousser quelque chose sur le texte biblique. Ils disent, non, on ne connaît que le texte, on a mis la tradition, tout ça, etc. Il y a même une expression qui s'appelle Kriya Yehefa. Comme si même on avait le texte, le contact même du texte, directement au texte. Oui, mais si vous ne breuvez pas des données, de l'eau de la tradition, ça va rester tout sec. Il y a d'autres personnes qui essayent de tout abreuver. Ça, c'est, comment on appelle ça, la culture avec de l'eau, ça pousse, il y a quelque chose qui pousse. Bon, enfin, on va pas aller très loin uniquement avec cela. Il faut aussi les deux éléments. On peut aussi avoir l'eau et la terre, mais on n'a pas la graine à prendre. Alors, il n'y a rien non plus qui va pousser. C'est cette composante des trois. La donnée d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah qui nous a donné. La donnée de la tradition, qui remonte à Moshe, qui aussi nous a donné, mais qui a été développée tout au long des siècles. Et la donnée personnelle, et qui, composée tout ensemble, représente la culture. Alors, vous voyez là, il y a une sorte de boue, mais c'est un limon. Et n'oubliez pas, alors je l'évoquais rapidement, je m'engage peut-être une autre fois, linéaire, et on avait évoqué le problème des crues du Nil. Eh bien oui, le Nil lui aussi est lié avec cet élément-là, puisque lorsque le Nil passe, il recouvre les terres, il amène avec ça son limon de tous les éléments, les minéraux, etc. Mais quand il se retire, il nous fait de la boue. Et le problème de l'Égypte, c'est comment gérer cette boue. J'ai évoqué la semaine dernière, le droit et la géométrie sont nés de la boue du Nil, puisqu'il faut retrouver la parcellation des différents terrains et mesurer ces choses-là sur la boue. Il faut retrouver la manière de couper l'espace, c'est la géométrie. Vous voyez que la boue est très, 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 j'allais dire, féconde. Elle a quelque chose de très fertile, cette boue. Bien, pour terminer, j'avais commencé en disant la
la Shira de Déborah et la Shira de Léa, donc, qui ont en leur centre cet élément qui explique le côté historique de comment ça s'est déroulé, eh bien, elles sont une participation d'Akadosh Baruch Hu et l'homme qui est Maharish, mais qui se pose la question comment je participe avec Akadosh Baruch Hu. Il y a l'action des hommes qu'Akadosh Baruch Hu aide, la pluie qui tombe pour pouvoir continuer. Eh bien, il y a deux éléments, la terre et l'eau, qui se retrouvent mêlés. L'un, c'est notre monde présent, c'est le monde matériel, c'est le monde terrestre, c'est bien son nom, et l'autre, c'est la pluie qui tombe du ciel, c'est Akadosh Baruch Hu qui participe. Et ces deux éléments ensemble permettent d'avoir justement cette boue qui n'est pas quelque chose de, comment dire, dont on se lave, dont on essaie de s'éloigner, mais au contraire de faire fleurir à travers ça le pays d'Israël, la réouverture des routes entre le nord et le sud dans le pays d'Israël, comme l'ouverture de la mer Rouge, est elle aussi celle qui permet de faire le passage entre deux données séparées ou apparemment bloquées. Et bien d'une certaine manière, c'est encore une fois ce mélange des éléments qui se trouvent présents à la fois dans l'un et à la fois dans l'autre. Oui. Je rajoute peut-être un dernier point. Non. Non, un dernier point, il y a une peinture de Goya